Allez, bonjour à toutes et à tous. On termine cette semaine ensemble. Évidemment, on se quittera après pendant le week-end. Je vous rappelle, je ne fais pas de suivi de marché le samedi et le dimanche. On se retrouvera après le lundi. Même si je sais, le Bitcoin continue de côté le week-end, je le surveille via des alertes. Il va de soi, on ne passe pas le week-end devant ces graphiques. Et si jamais il y a des trucs vraiment importants, je passerai éventuellement vous faire un petit coucou sur le Discord pour vous dire s'il y a des choses à faire. Mais voilà, c'est tout. En termes de calendrier économique, aujourd'hui, aucun espèce d'intérêt. C'est toujours... l'Allemagne tombe toujours en dessous à chaque fois. Bon, alors ça reste un PMI supérieur à 50. Mais ça frappe toujours en dessous, malgré le fait que les analystes commencent à voir toujours de plus en plus bas, c'est toujours pareil. Donc en plus, les analystes sont déjà pessimistes, et en plus de ça, les stats ratent le consensus. Autant vous dire, c'est pas franchement tout rose en Allemagne, mais encore une fois, tout va bien, les marchés s'en cognent. Donc c'est pas très grave, je vous rappelle que si vous essayez de relier l'économie réelle à l'économie de marché, vous vous pèterez les dents plus souvent que vous ne prendrez des gains. Le marché ne traite pas l'économie réelle, surtout pas dans les phases de marché actuelles où on cherche plutôt à voir jusqu'où on peut monter avant de tout péter. Alors, on vient au marché, on va commencer sur le Bitcoin qui se ramatétine un petit peu ce matin. Mais je ne veux pas que vous flippiez, il ne faut pas encore partir fou. Rappelez-vous, quand on sort d'un cadre, c'est qu'il y en a un autre. Donc là, c'est tout con. Il suffit de se dire, bon, vu qu'on a trouvé un sommet ici, puisqu'on casse le cycle bullish, c'est juste que Sinewave ne l'a pas détecté. Ça a été trop lent pour lui ici, donc il a préféré neutraliser ce truc-là, pensant qu'on allait poursuivre au sein du cycle acheteur. Ce n'est pas le cas. On est donc bien dans un beau range. Le breakout ne parvient pas à prendre. C'est-à-dire breakout, pourtant on avait bien installé le bull. J'avais toutes les raisons de penser qu'on allait donc aller dire bonjour très marginalement, en tout cas au plus haut hebdomadaire, juste pour le déborder et donner un petit peu plus de puissance dans le camp acheteur. C'est pas celui-là qui est choisi. Maintenant attention, moi je pense pas qu'il y ait de raison de flipper plus que ça. Le momentum est survendu, on est dans le bas d'un canal acheteur, donc on va voir si ce canal cède avec des clôtures. Bon ça reste vendeur. Si ce canal tient et que les acheteurs rachètent ici, mais on va mourir à la fin de la semaine comme prévu. C'est juste, je vous avais donné deux ranges. Voilà. Le premier un peu plus haut, un range avec une plus grande probabilité de sortie haussière, et un range où on aurait 50-50. Bon, le marché, évidemment, il choisit lequel? Celui qui fait 50-50. Bon, donc voilà, il n'y a pas péril dans la demeure. On a bien un support ici par ce breakout. Du fait qu'il y ait eu un cycle bullish après le break, ça veut dire qu'ici, il y a bien un support. Donc, il y a un support dans cette zone-là, en soutien par ce canal oblique. Normalement, ça devrait tenir, je pense. Et bon, je vous le dis, moi, je viens de renforcer le Bitcoin. Enfin, j'ai un ordre pour renforcer juste en dessous, là. Donc, je vais prendre un petit renfort de Bitcoin. C'était ce qui était prévu dans le scénario, je vous rappelle. Donc, pour ma part, je renforce un tout petit peu le Bitcoin. C'est pas du tout une conviction vendeuse pour l'instant. Maintenant, il va de soi que je vous rappelle, si on vient dégommer tous ces machins-là, c'est clair et net que je repasse vendeur. Pour l'instant, donc tout va bien. Je pense que j'avais bien tracé ce canal au final, et le marché s'y tient pour l'instant. Et oui, c'est ouf, quoi. On bloque pile poil dessus. Donc voilà, à l'échéance de ces deux canaux, je pense contraction ici pour terminer la semaine, et puis durant le week-end, soit on se réapprécie, on vient chercher ce haut de canal, et je pense on fera une sortie haussière. Option numéro 2, on en sort par le bas, on reste dans celui-là de canal et on se dirigera vers sa partie basse et des choses beaucoup plus bearish. Donc pour l'instant, pas de raison de flipper outre mesure. Quand vous regardez les chandeliers en daily, franchement, ça pue le range plus que quoi que ce soit d'autre. Donc vraiment patience, on peut très bien venir un peu plus bas. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement de raison de flipper pour l'instant sur le Bitcoin. Donc c'est pas non plus un marché ultra bull, c'est ce qu'on voit, mais c'est pas non plus un marché ultra bear. Donc je pense qu'on peut s'attendre effectivement à une contraction à venir dans les prochains jours. Entre guillemets, on fait un triangle, une résistance, on parvient pas à la franchir, un support, on parviendra probablement pas à le franchir. On va mourir entre les deux, et évidemment derrière, le marché choisira. Soit il nous fera même délire que ça, d'un coup tout le monde retrouvera un peu d'appétit acheteur et on sortira, mais il faut s'attendre donc probablement à la formation d'un triangle. On verra bien ensuite ce qu'il en sera en termes de sortie de cette structure.
Donc on reste pisse, on ne flippe pas plus que de raison pour l'instant, mais il va de soi que bon, c'est pas le meilleur des cas pour le scénario, en tout cas acheteur. Donc pour l'instant, patience, et moi j'attendrai donc de voir s'il y a des signaux en 15 minutes sur ce petit support. En tout cas, on reste au sein d'un cycle bullish. Le momentum, certes, est vendeur, mais on est bien au sein d'un range, donc attention avec les momentum. C'est surtout dans un range, quand c'est trop suracheté, on vend, quand c'est trop survendu, on achète, et on se prend pas trop la tronche. Donc voilà mon schéma pour l'instant, patience sur le Bitcoin. On attend de voir jusqu'où pourrait aller ce mouvement baissier. Par contre, il va de soi que si on fait des clôtures sous ça, là, 6387, là, ça devient gênant. C'est ici qu'on a la target du cycle bullish. Si on casse ça, bon, c'est, voilà, encore une fois, casser des cycles dans un break, enfin dans un range, c'est absolument normal. Par contre, normalement, on ne doit pas... là-dessous, ça voudrait dire installation de tendance. Donc, j'ai envie de dire, voilà, pour les achats, ici, il ne faudra pas essayer... S'il doit y avoir des clôtures sous 6004, plusieurs clôtures, il faut vraiment commencer à se poser des questions. Sinon, normalement, vous êtes toujours dans la black box, c'est-à-dire le scénario a été validé, le stop il est par là, si on vient chasser le stop, c'est terminé, si ça remonte, c'est gagné. Moi, je renforce simplement, mais alors vraiment un tout petit peu, j'ai remis 15% dans la position, je reste sur des leviers très 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 faibles, il n'y a vraiment aucune confirmation de quoi que ce soit pour l'instant dans ce scénario. On voit juste qu'effectivement, on a bien trouvé un petit bottom, on a validé ça comme étant un support. Maintenant, attention, pour que ça tienne en tant que support, il faut casser la résistance. Si on casse le support, c'est juste un support qui cède dans une tendance baissière, rien de bien nouveau. En gros, on en serait à ce stade-là, quoi. C'est-à-dire que si on est déjà en train de rebaisser dans ce délire-là, c'est derrière, on peut très bien avoir une autre grosse chute. Ça me surprendrait absolument pas. Allez, voilà, fini pour la partie crypto. Toujours même chose pour les autres. Là, c'est l'ensemble du domaine crypto qui se casse la gueule, mais c'est l'ensemble du domaine crypto qui vient chercher des supports. Donc, bon, la grande question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on vend tout, c'est fin du monde ou pas? Je sais pas. Moi, je trouve ça difficile à dire. Pour l'instant, il me semble que ça semble juste du bon gros bruit de range pour faire FOMO tout un paquet d'imbéciles. Mais donc, faut pas trop stresser pour l'instant, je pense. Allez, on passe au marché classique. Donc fin de semaine intéressante. Je vous rappelle que l'enjeu pour moi, il se résume à une chose. Voilà, on vient là, on prend les clôtures weekly. Il n'y a que ça qui compte. Donc si aujourd'hui Wall Street arrive à tenir en haut, bravo Wall Street. Je pense qu'on aura une semaine prochaine haussière. Si ça devait rechuter aujourd'hui pour une raison X ou Y, on a tout ce qu'il faut derrière pour enfiler les boules et comme il faut. Et on ne va pas y aller doucement. Ils ont tiré comme des couillons pendant plusieurs semaines. Tout ça, c'était complètement n'importe quoi. Donc ici, il ne faudra pas être surpris, je vous dis, si on se met à effacer toute cette zone de prix qui a été cotée de façon complètement stupide. Donc normalement, on efface ça et en général, comme il y a eu exubérance, on fait une petite exubérance baissière. Je target toujours des zones sous les 2004 pour l'instant et jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, il faudra voir la gueule de la clôture. On a bien ici le momentum qui est en train de partir sur une oscillation baissière. C'est bon signe, mais encore faut-il ne pas clôturer avec une grosse mèche basse. Voilà. Donc ce ne serait pas vraiment un super bon signe. Maintenant, attention, si on revenait simplement clôturer là, ça c'est ce qu'on appelle un pendu, c'est pas non plus une clôture haussière. Mais je veux dire, si Wall Street vient là et clôture positif, là on a un problème. Voilà. Mais le pendu, normalement, il faut rester par là. Mais si on reste à clôturer négatif en ayant cassé le plus bas du chandelier précédent, on peut quand même avoir une semaine prochaine qui, bram, dégueule d'un coup, mais on pourra avoir beaucoup... Enfin, il y aura aussi des chances non négligeables d'avoir un chandelier qui, dès la semaine prochaine, part direct à la hausse, efface le plus haut de la semaine passée, de cette semaine, et le plus haut de la semaine précédente dans la foulée, et donc cassera cette résistance-là. C'est tout ça, en fait, l'enjeu à Wall Street pour l'instant. Voilà, c'est juste... Si ça tombe, c'est game over à Wall Street. Et qu'on soit bien clair, il y a 15% de baisse minimum à faire, et je pense que tout le monde est bien conscient de ça. Personne ne veut le voir arriver, mais pourtant, moi, ça me semblerait juste normal. Mais on ne fait pas le marché, voilà, encore une fois. Côté Nasdaq, hier, pareil, ça commence à prendre un peu du plomb dans l'aile. On est bien sur une phase de baisse, c'est-à-dire que là, si on avait fait 2 phases de baisse, je serais quand même assez peu confiant sur la poursuite du mouvement. C'est-à-dire, je me dirais, bon, si on a déjà utilisé 2 vagues de baisse pour même pas péter un support, franchement, ce serait pas très jovial. Moi, je garde mes ventes Nasdaq pour l'instant. Hier soir, j'ai allégé un peu sur le support, sur le S&P, mais ce n'est que pour revendre les résistances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'attends bien à revendre mes résistances à l'ouverture à Wall Street, sur les niveaux sur lesquels on va être. Et je vous dis, de toute façon, c'est un peu 50-50. Aujourd'hui, soit Wall Street se pète la gueule d'entrée de jeu pour une raison X ou Y, mais vous voyez qu'il n'y a pas de catalyseur. C'est juste la fin de semaine, donc c'est soit Wall Street a peur,
Les Chinois se sont un peu calmés cette nuit, mais alors on va voir que c'est pareil. En fait, de toute façon, il faut vous dire, là, on va au-devant d'un gros week-end, d'un gros week-end. Et les issues peuvent être vraiment dangereuses. C'est-à-dire, soit c'est l'escalade des violences, le marché lundi matin dérouille complet et va gaper sous les supports. C'est-à-dire, je pense que ce soir, il faudra bien scruter le dernier quart d'heure, parce qu'il risque d'y avoir des scénarios spéculatifs over week, et on va voir ça. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Et dans ce cas-là, moi, je pense qu'il faut rester dans le choix qu'on a fait. Ceux qui ont choisi d'acheter, restez acheteurs. Ceux qui ont choisi de vendre les marchés actions, vous restez vendeurs. Mais je pense qu'il faut quand même réduire un peu les leviers parce que ça risque de gaper ce week-end à cause des tensions géopolitiques et économiques. Voilà. Donc, si ça merde, il faudra faire attention. Donc, sur tout le secteur action, moi, ce soir, je vais donc essayer de revendre l'ouverture à Wall Street sous une résistance, bien entendu. Et puis, si je vois que ça ne tient pas, il va de soi que ce soir, je vais carrément alléger les scénarios puisque donc, je vous dis, ça peut gaper. Mais on peut très bien finir en haut ce soir et gaper sous le plus bas de la semaine lundi prochain. Ça ne me surprendrait absolument pas. C'est-à-dire si ça devait vraiment déconner sur la scène géopolitique, autant vous dire que les indices, au bout d'un moment, ils vont piéger les investisseurs. Et les pièges, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on gape de 3% lundi matin. Et là, derrière, tout le monde se fait enfiler. Donc le risque, encore une fois, il est assez faible. Mais moi, je vous ai toujours dit qu'au final, Wall Street, je pense que le jour où s'ils doivent baisser, le jour où ils vont le faire, personne ne l'aura vu venir. Tout le monde se fera prendre à l'envers, mais violent, mais vraiment violent. Donc on verra bien le truc, mais pour l'instant, le marché n'a pas vraiment envie d'être pris à l'envers, ça c'est clair. Mais voilà, donc on verra la clôture de la semaine. Le dernier quart d'heure sera important pour voir si, voilà, moi je déciderai de toute façon à 21h59 si oui ou non je garde des positions, si je sors tout ou pas. Voilà, je verrai un peu tout ça, ou comment je vais gérer mon risque en hedgeant sur 2-3 trucs qui pourraient être intéressants. On parlera de tout ça après. Voilà, donc pour la partie action, voilà, faut attendre la session américaine. Je pense qu'il n'y a que ça aujourd'hui d'intéressant. En termes de structure de demande de prix, hier, on n'a pas réussi à clôturer tout en bas. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave non plus. Théoriquement, ça c'est une structure de vague 1. On serait donc en train de faire une 2 à plat, c'est-à-dire aujourd'hui probablement Wall Street va rouvrir par là, 2770. Si ça vend à Wall Street et qu'on clôture la semaine en bas, ça veut dire qu'on termine la vague 2 et qu'on attaquera la semaine prochaine sur une vague 3, c'est-à-dire qu'on ira péter les supports, et celui-là me semble le prochain sur la liste. On a des gaps en cours de route, mais très clairement on va les refermer intégralement tous, et il n'y aura pas de support la semaine prochaine avant cette zone-là. Ici, Wall Street pourra toujours payer, il n'y a pas de souci, ils sont résilients, Wall Street, ils lâcheront pas l'affaire, mais voilà, tous les gaps haussiers qu'on a lâchés là, tout ça, ce sera effacé, et ça me semble absolument normal. Donc patience, mais moi pour ma part, voilà, c'est vers cette zone-là, peut-être un poil au-dessus, parce que regardez, à Wall Street, il faut toujours essayer de les décoder, parce qu'ils font tout pour vous brouiller les pistes. Donc on voit bien qu'hier, on n'a pas réussi à péter le plus bas du jour précédent. D'accord ? Si on l'avait fait, j'aurais été un peu plus confiant. On n'a pas réussi à faire ça. Ce qui veut dire une chose, vous voyez, on termine la session en survente et forcément, le futur est en train d'essayer de remonter. Là, le fut, il est à 58. Voilà, il est par là, le futur. Donc, il a déjà fait la moitié du boulot. On va probablement finir de pousser ça avec la session européenne ce matin, remonter un petit peu tout ce petit monde. Et évidemment, on va arriver à Wall Street là. Je pense que Wall Street va donc, hop, tac, on vient ici, vous voyez bien qu'on a un gap là, hop, ça a gapé à la baisse ici, on n'est jamais revenu chercher ce prix-là. Bon, après, c'est un gap courant, c'est-à-dire que c'est une zone de prix qui avait été cotée sur le jour précédent, donc c'est pas grave, il n'y a pas de nécessité d'y venir, mais il faut noter ces deux prix aujourd'hui à Wall Street, ici, qui est donc une résistance, voilà. Et évidemment, la résistance ici, moi, ce sont les deux niveaux que je chercherai à vendre sur des signaux, allez, 5 minutes, 15 minutes. Selon mon sentiment du moment, si je suis agressif, je me ferai du 5 minutes. Si je ne suis pas agressif, je me ferai du 15 minutes. Donc non, pardon, il y aura donc deux niveaux, un là, et donc effectivement bien un ici. Ouais, voilà, bon, voilà, entre les deux. Voilà, un niveau par là. Celui-là me semble vraiment beaucoup trop haut en termes de niveau de retracement. Donc théoriquement, une belle vague 1, ça c'est ce qu'on appelle une leading diagonale. On voit bien, les vagues se chevauchent. Donc ça c'est probablement une vague qui précéderait une vague. Tiens, d'ailleurs c'est très amusant. J'avais dessiné ce truc-là. Bon ben voilà, en fait on est en plein dedans. Donc de toute façon c'est soit Wall Street, ça retombe sur le futur, on vient ouvrir le futur au même niveau de clôture d'hier, on attaque direct. Ça veut dire les Européens essaient de monter mais ça ne marche pas. Soit carrément le cash remonte, et dans ce cas-là, c'est juste qu'on fait une vague 2 plus étendue, c'est-à-dire on vient là, et ça, bam, ça fait vague 2 en deux vagues. Parce que là, clairement, il n'y a pas vraiment deux vagues de retracement, on n'en voit bien qu'une seule. Donc ça ferait 1, 2, 3, bam. Voilà. Ok ?
Donc on ferait les 2 vagues de retracement ici. Derrière, on partirait sur une 3 étendue qui nous ramène sur les niveaux qui étaient précédemment escomptés. Hein, c'est-à-dire sans problème, on reviendra ici, puis on ira casser ça derrière. Hein. Donc moi vraiment en termes de schéma, c'est à peu près ça que je surveille pour l'instant à Wall Street. Je trouve ça d'ailleurs assez amusant que j'avais dessiné ça il y a un moment. Donc ça semble se profiler pour moi dans ce sens-là. Vu qu'on n'a pas réussi à casser le plus bas, je pense qu'on essaiera de casser le plus haut d'hier juste pour emmerder le monde. Mais vraiment patience, et pour ma part, je reste vendeur. Les allègements que j'ai fait hier tout en bas de la session ne servent qu'à ça. Hein. Voilà. C'est comme j'ai vu qu'on pétait pas le plus bas, je me suis dit ok, allez, ils vont remonter pendant la nuit. Donc je préfère sortir du cash. J'ai toujours des ventes, hein, qu'on soit d'accord. J'ai toujours des ventes, mais j'ai allégé pour revendre et avoir un bien meilleur prix de revient. Parce que je vous rappelle que moi je traînais quand même des ventes qui venaient de là, donc elles m'ont plombé le prix de revient unitaire. Donc moi j'ai un prix moyen qui est à peu près par là pour l'instant, donc c'est pas génialo. Et du coup ça va me permettre de remonter. Voilà, d'avoir pris des gains, ça va me permettre de faire remonter mon prix ce soir. Pour être un peu plus serein en overweek, parce qu'il faut être conscient qu'en cas où ça chie dans la colle ce week-end, c'est soit on risque l'ouverture hebdomadaire ici, ou en tout cas par là, soit on risque l'ouverture hebdomadaire ici. Si pour une raison X ou Y, ils venaient à se détendre et à se serrer la main tous autour d'une table, on ne sait jamais, hein, tout est possible en ce moment. Si ça venait à arriver, il faut vous dire un truc, c'est probablement le gap à 2790 et ça va enquiller derrière. Hein. Voilà. De toute façon, je vous avais noté ce gap, il faut bien le garder à l'esprit. Wall Street, on sent qu'ils veulent clôturer ça. Ils ne le veulent pas, ce gap. Ils ne veulent pas que ça reste. Donc il faut être conscient que si ça remonte, le premier objectif, c'est au moins le gap. Donc en cas d'invalidation la semaine prochaine, moi de toute façon, je vous l'ai dit, mon invalidation, elle est à 2840. Donc je veux dire, il faut qu'ils s'accrochent, les mecs, pour venir me les chercher, les stops. Mais pour l'instant, c'est pas impossible non plus. Voilà. Hein. Mais bref, voilà, restez modérés. Ces positions-là qui seront éventuellement renforcées aujourd'hui, c'est celles que je verrai si je garde ou je garde pas. Si je vois que ce soir ça sent le roussi, celles-là je vais les sortir, c'est clair. Je ne veux pas renforcer avec le risque d'un marché qui pourrait monter à 2820 et essayer de racler quelques stops au-dessus. Il faut vraiment, je pense, 2840, c'est le minimum. Enfin, c'est le minimum. C'est le seul endroit où, pour ma part, on ne peut pas aller à Wall Street, sauf dans une tendance haussière. C'est-à-dire que là, après, ils n'ont pas 50 options. C'est-à-dire qu'à Wall Street, soit ça, c'est une accumulation de fin de range, enfin de fin de consolidation, et on va vers une nouvelle aspiration baissière, qui sera une réplique de ça, mais en plus grand, hein, probablement 127%, et puis vu les conneries et la durée de l'accumulation, peut-être un 161. L'option numéro 2, c'est que ça, c'est une accumulation avant un breakout haussier, et dans ce cas-là, il faut vous dire que Wall Street, ils vont prendre ça, et ils vont essayer de le péter. Hein. Moi, je pense pas, parce que vous voyez, normalement, quand Wall Street fait ce genre de truc, vous fait miroiter le biseau, hein, parce que c'est exactement ça qu'ils ont fait. Vous voyez, là, on est en train de théoriquement essayer de vous faire construire le biseau. Le problème, c'est que généralement, Wall Street ne précasse pas le biseau. Wall Street, il vous construit un biseau parfait pour que tous les bears se disent « Ouais, c'est bon, c'est full short, on y va, il y a un biseau, ça va forcément sortir par le bas. » Et puis, manque de peau, en général, ils vous font la fausse sortie, ça remonte, et bam, on racle les stops. Je ne pense pas qu'ils soient partis pour nous faire ça. La preuve, c'est qu'ils ont déjà essayé de casser, ça n'a vraiment pas fonctionné pour l'instant. Et il y avait du volume exécuté ici. Hein. Ce n'était pas une petite zone. Voilà, c'est pas on a échoué sous la résistance parce qu'il n'y avait plus assez de volume. Il y a un peu de volume ici. Ça veut dire qu'il y a de la demande vendeuse encore à Wall Street, et je vous le rappelle que c'est normal. Pour moi, Wall Street, c'est un range, on arrive dans les zones hautes, ça vend, je vois pas en quoi c'est choquant, et encore une fois, je vois pas ce qui est... Bon, ici, il faudra sécuriser éventuellement, mais selon la structure de prix, moi, je vois toujours une sortie baissière de ce range. Mais après, bon, voilà, toujours pareil. Hein. On verra. Ça, c'est dans plusieurs coups, mais toujours avoir un projet, un mindset. Et je pense que pour l'instant, le mindset à Wall Street, c'est d'essayer de vous faire miroiter qu'on va vous donner un joli biseau haussier et qu'on va en sortir par un joli biseau et qu'on va en sortir par le haut. Moi, je pense sincèrement que ce qui nous attend, c'est l'opposé, c'est-à-dire la bonne grosse sortie baissière. Maintenant, attention, voilà, hein, je ne veux pas de nouvelles poussées haussières à Wall Street. Il va de soi que si on fait ça, qu'on clôture le gap et qu'ici, on casse pas le biseau vraiment proprement, il faudra effectivement vous attendre à un schéma de marché haussier, où dans ce cas-là, le marché fera ça. Hein. Voilà. Tac, tac, tac. Et ça, pour moi, c'est l'invalidation. C'est clair. Si Wall Street fait ça, hein, voilà, si c'est ça le scénario Wall Street, c'est-à-dire on vient ici, il n'y a pas de vente aujourd'hui, on arrache tout et on revient chercher les sommets comme ça, et si c'est dès la fin de semaine, voire le début de semaine prochaine, qu'on s'attaque direct à clôturer le gap, je pense qu'à terme, c'est un risque haussier, et dans ce cas-là, ce sera une invalidation. Hein, voilà. Mais encore une fois, moi, je n'ai pas la science infuse, mais il va de soi que si on retrouve des signaux acheteurs ici, ou même si on fait juste un petit truc comme ça et qu'on revient tout casser, là, je suis effectivement prêt éventuellement à passer acheteur à Wall Street pour jouer des extensions au-delà des sommets historiques. Mais franchement, pour l'instant, et d'une, je ne pense pas qu'on ira bien loin, et de deux,
Je ne pense pas que ce soit le schéma de ce marché. Allez, patience et on verra. Donc la séance sera capitale. Il va de soi que si Wall Street sa clôture en baisse ce soir, on va les racler la semaine prochaine et ça ne va pas être beau. Parce que là, on aurait une Evening Star Weekly dans un momentum baissier en weekly. Donc je vous ai dit, derrière, ça annoncera probablement un trimestre de baisse. Ou en tout cas, on va dire au moins une paire de mois, on va dire 5 à 10 semaines de baisse minimum dans ce type de schéma-là. Ça conditionne évidemment l'intégralité de tout scénario indiciel, c'est-à-dire que soit tout le monde va se péter la gueule, soit ce sera l'euphorie pour tout le monde et Wall Street aura tout simplement anticipé que tout se passerait bien et évidemment tout le monde rattrapera le retard. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit le cas parce que si c'est dans l'autre sens, c'est Wall Street qui va devoir rattraper son retard et je vous ai dit, eux, ça va leur coûter un max de blé. Il y a de la place partout sur les schémas de couverture. Donc le dollar se calme un peu, ce qui pourrait permettre enfin au gold de refranchir des résistances. Il va de soi que gold, là il y a déjà pas mal de monde à rattraper, parce qu'on est toujours enfermé dans ce canal. Et il va falloir déjà repasser au-dessus de la médiane, en sortir par le haut. Ça fait du boulot, mais il va de soi, encore une fois, je vous l'ai dit, le gold, derrière, si jamais ça devient la panique à Wall Street, vous savez que tout le monde va se mettre à acheter du gold. Il y aura probablement ce genre de pullback, on n'y aura probablement même pas droit. Voilà. Mais attendez-vous en fait à un réplique de ce truc-là. Voilà. C'est vraiment la même chose en fait. Il faut vous dire un truc, c'est que il va y avoir, c'est le même schéma qu'on aura ici, mais évidemment étendu. C'est-à-dire vous prenez ce genre de truc-là, hop. Voilà, vous prenez la tendance qu'on a imprimée ici, vous la collez là, et vous vous dites on va en faire un 127 minimum, voire un 161. Ça nous fait quand même un 1424. Donc je vous dis encore une fois, c'est pas des trucs que j'invente, c'est tout simplement que c'est juste comme ça que ça doit se passer en théorie. Si on va vers un scénario consolidant à Wall Street, c'est-à-dire si Wall Street doit lâcher ses 15%, le pognon il va très facilement et quasi évidemment finir dans le gold. Voilà. Et c'est normal. Voilà. On aura un dollar consolidant, un gold complètement haussier en furie acheteuse et qu'on ne pourra absolument pas arrêter. Vraiment un truc comme ça, furie acheteuse sur le gold, mais là pour un aspect gold, pas pour un aspect dollar comme ça avait surtout été le cas ici. Donc on verra tout ça. Voilà. Ce sont les scénarios, toujours hautement spéculatifs au stade où on en est, donc impossible de faire quoi que ce soit. Et allez, on va parler de FX. Alors pardon, non, on va parler de taux d'abord. Voilà, même chose, sur les taux, il y a de la place. Je pense qu'on est en train de former une structure de consolidation en triangle pour la vague 2. C'est-à-dire qu'ici, on a terminé, je pense, une vague 1. On est en train de faire un triangle pour la vague 2. C'est tout à fait bon signe. Les triangles en vague 2, ça annonce des belles vagues 3 derrière en général. Donc attendez-vous, je pense, à une bonne vague 3 de type à peu près 161 de la 2, 161 ou à 200 de la vague 1, pardon. Donc voilà, ça nous ferait pratiquement, je pense, un truc comme ça derrière. Donc encore une fois, si scénario baissier il y a de la place et vous savez très facilement. C'est-à-dire que les portes sont grandes ouvertes vers les actifs refuges. C'est pas compliqué. Si le pognon doit sortir de Wall Street, je vous dis direct où il va aller. Gold et taux. Et contrat de taux, et obligataire. C'est sûr, il y a énormément de place à l'obligataire. Les taux sont pas dégueux, ça vous rémunère quand même du 3% pour un 10 ans américain. C'est-à-dire que là, franchement, honnêtement, ça tombe, c'est bon. Voilà. Ça génère quand même un rendement qui est pas dégueu, 3%. Encore une fois, voilà, pour acheter des actions avec ça, avec un tel taux, faut vous dire qu'il faut vraiment avoir un appétit pour le risque complètement dérisoire. Donc voilà, à voir ce truc-là. Moi, je pense qu'on reste baissier. Alors, je vais noter tout simplement cette oblique-là. Hop. Voilà, je vais la noter en trendline. Voilà, je pense que normalement, ce qui nous attend, effectivement, c'est une structure de consolidation. Vague 2, on voit ici qu'on a déjà retracé 61%, d'accord. Donc c'est pour ça que je vous laisse à penser. Rappelez-vous ce que je vous ai donné dans l'émission sur Elliott. Ici, si vous voulez valider, il n'y avait que quelques structures qui vous permettaient d'anticiper des triangles, il faut bien voir deux sous-vagues distinctes et il faut un retracement qui fait au minimum 61. Donc là, on est au minimum et on est bien venu chercher une résistance qui fait qu'on aurait pu aller légèrement plus haut si on voulait. Mais voilà, pour moi, là, ça trigger bien le sentiment qu'on est en train de former un triangle. Il faut que les vagues fassent toutes 61 des suivantes. C'est-à-dire qu'ensuite, quand vous prenez ici bottom à là, voilà, vous voyez, parfait, 61. Et en fait, on est en contraction. Donc, ça fait tac, 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 tac. Et c'est pour ça que je pense qu'à Wall Street, on va faire un triangle également, qu'on va clôturer un peu à l'équilibre ce soir. Et, ce soir, qu'on va chercher l'équilibre et que ce soir, on va avoir un mouvement en fin de journée
probablement pour ma part sortie baissière sur les taux, ça veut dire les contrats de taux recherchés. Si c'est le cas, je reste bien évidemment vendeur de Wall Street. Ça veut dire qu'avant ça peut très bien être ça. Wall Street peut très bien ne rien vous donner comme information, mais en fin de séance, vous voyez que le gold et les taux sont recherchés. Ça, ce sera un signal pur et simple pas de panique, mais de sentiment de peur à Wall Street pour le week-end, de retour vers des aspects refuges. Et là, vous pouvez être certain que c'est que Wall Street se couvre. Et dans ce cas-là, moi, je préfère rester à la vente des actions, marginalement, encore une fois, pas de levier pour l'instant. J'ai été très clair hier. La clôture, elle est chouette, elle me fait du bien, elle me permet de prendre des gains hier à Wall Street et de me permettre de renforcer éventuellement aujourd'hui avec de meilleurs prix. Mais la bataille est clairement pas gagnée et c'est aujourd'hui qu'elle va se jouer et malheureusement pendant le week-end, hors cotation. Voilà. Allez, donc sur les taux allemands, pas de souci. Moi, j'ai bien acheté hier comme prévu. Donc, je reste à l'achat des taux en Allemagne pour l'instant. C'est-à-dire que je joue bien le différentiel. Je pense que pour moi, la zone euro n'a pas nécessairement besoin d'aller beaucoup plus bas en termes de taux. Mais c'est surtout pour des raisons techniques. C'est-à-dire que au bout d'un moment, il va quand même falloir pricer la sortie du QE. Et pour des raisons, là je joue les contrats de taux mais pour des raisons différentes. Je vous rappelle que pour moi les Bund, comme ils sont en expiration en septembre, je les achète en fait parce que je pense qu'à échéance septembre, le Bund il sera d'ores et déjà plutôt vers les 66-67 voire peut-être même 75-80 que les 0,30 donc ça fait quand même un Bund qui va prendre qui va monter mais de ouf, enfin des Bund qui vont baisser violemment, donc ça m'intéresse carrément en termes de rendement, mais je vous le dis, voilà, c'est pas du tout sur les mêmes échéances que j'ai des visions. Sur les visions, que j'ai des visions, mon Dieu, je vais me faire tuer pour avoir dit ça. Je n'ai pas de vision, je vous jure. Mais pardon. Sur les taux américains, c'est vraiment une vision court terme, un stress qui pourrait durer un mois, pas beaucoup plus. Je pense que Wall Street, si ça chute, ça va chuter brutal et extrêmement violent. Et vous voyez, je pense que déjà mi-août, on sera carrément en train de racheter les indices à Wall Street, même si on chute. Donc dans tous les cas, je pense que ça pourra remonter. Et voilà. Mais c'est surtout que pour des aspects mécaniques, en Europe, quand même, il faut savoir que l'économie allemande, quand même, montre des signes de dégradation. Donc, qu'elle ait des taux bas, ce n'est pas excessivement normal. Ce n'est fait que par le fait que la BCE achète tellement de Bund et qu'il n'y en a pas beaucoup, que ça déstructure complètement le schéma offre-demande, ce qui fait qu'il n'y a pas un vrai pricing sur le Bund à cause de la BCE. Mais encore une fois, comme elle va se retirer et qu'on a la date maintenant, petit à petit, je pense qu'au bout d'un moment, les investisseurs qui spéculent, les spéculateurs comme moi, vont se dire, bon, on va commencer à se positionner sur le Bund parce que c'est des prix intéressants aujourd'hui et que ça va probablement monter. Mais encore une fois, ceux qui veulent jouer les tendances, pas tout de suite. Voilà, donc le gold, on en a parlé. Allez, on fait le forex. Donc l'euro-doll, pour moi, ça reste purement consolidant. On a quand même ici un exit, mais je ne pense pas qu'il nous mène bien loin. Maintenant, attention, le dollar, c'est-à-dire que l'euro-dollar, oui. Mais bon, voilà, je ne suis pas certain qu'on ait terminé encore les vagues. Parce que normalement, la 5, elle doit passer sous la 3. Alors, est-ce qu'on y est arrivé ou pas ? Non, on a fait double bottom. Bon, on va voir. Il est possible qu'on soit dans ce cas-là toujours dans la consolidation. En même temps, regardez la durée qu'avait mis la vague 2. Donc, effectivement, on avait fait une grosse 2. Bon, après, derrière, on avait bien tiré comme des cochons. Mais ici, on voit bien 1, 2, 3, 4, 5. On avait bien tiré ici la vague 3. On l'a bien terminé. Ici, on a donc une 4 à faire. Et vous voyez la durée ici de la 2. Hop, donc on va faire du Fibonacci Time, c'est très bien ce truc-là, on va se la jouer comme ça, donc hop, à la 3, et on veut un 100%, voilà, c'est-à-dire que là, théoriquement, vous voyez, la 4, elle s'est terminée un peu trop tôt, donc normalement, il faut peut-être vous attendre à ce que, hop, voilà, ici, on n'a peut-être pas fini la 4 sur l'euro, on est peut-être juste en train de revenir là, et derrière, babam, Mais pour moi, comme il reste, c'est l'euro-yen en fait ce matin qui m'embête un peu. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit excessivement gênant parce que je pense qu'on va avoir un yen plus haussier que ne le sera l'euro. Et comme de toute façon l'euro derrière reprendra une phase baissière, je pense que derrière c'est ici où l'euro-yen sera vraiment en phase terminale, complètement verticale.
Donc je vais vous en parler. Mais voilà, l'eurodoll, je ne l'ai pas en portefeuille. Je vais d'ailleurs l'enlever parce que c'est pas... Voilà. Je vous le fais parce que c'est la majeure, c'est la paire majeure. Et l'euro-yen est un cross à côté. Hein, voilà. Mais donc là, je m'attends donc à une consolidation en flat. On voit bien 2 vagues de hausse. Ici, 2 vagues de baisse. Je m'attends donc à 2 vagues de repli pour une vague 4. Et derrière, on termine la 5, probablement ici, un peu plus bas. Et game over pour aller viser donc les 1,14 et après évidemment on va sur 2 vagues de retracement, probablement un repli vers la zone des 1,20, voilà, par là, peut-être un peu plus, voilà, je dirais par là. Au-dessus on n'a pas vraiment laissé trop de résistance, donc je pense que cette zone de prix là on la retouchera pas, celle-là c'est pas certain non plus, mais voilà, je dirais entre 1,19 et 1,21 derrière pour reprendre des ventes eurodoll. Mais pour moi l'eurodoll, voilà, je le jouerai pas à l'achat ou peut-être éventuellement au début du correctif ou sur la deuxième vague. Mais voilà, derrière, je m'attends donc à un ABC pour venir chercher un point B par là. Moi, c'est le point B qui m'intéressera sur l'eurodoll. Mais ça, c'est vraiment pas tout de suite du tout. Ce qui m'intéresse donc, c'est d'arriver à trouver la bonne lecture sur l'euro-yen. Je vais vous la donner, ma lecture sur l'euro-yen. Donc voilà, moi ce que je pense qu'on est en train de faire sur l'euro-yen, ici je ne comprends pas trop la structure. Donc je me pose des questions, je me demande en fait si ça c'est une vague 1, si ça c'est une grosse 2 un peu chelou, parce que là vous voyez que les clôtures n'ont pas réussi à dépasser ici, hein, donc bon, c'est un peu bizarre je trouve comme structure de prix. Mais je reste baissier là-dessus, hein, voilà, pas de doute, je reste clairement bear. Il n'y a pas le moindre signal haussier, hein, qu'on soit bien d'accord. Ici, le TP, il n'a même pas été confirmé par du momentum. On est simplement étrangement venu chercher des résistants. Donc je ne vous cache pas que ce matin, j'ai eu une alerte qui s'est déclenchée. Donc je me suis dit, quoi, l'euro-yen franchit des résistances, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que c'est juste pour essayer de déclencher quelques petits stops. Moi, il va de soi que là, dès que j'ai le moindre signal de confirmation vendeuse au momentum, je m'y recolle. On est bien toujours dans un cycle bear, donc j'hésiterai pas une seule seconde. Tant qu'on reste là-dessous, il n'y a pas d'inquiétude. C'est ici qu'il se trouve donc la target sine wave 129, 171. Donc j'attends maintenant que le marché se stabilise, me trouve un signal vendeur et ensuite je le dégomme. Je vais en 15 minutes dans ce cas-là parce que ça va être un trade 15 minutes. D'accord. Mon contexte en 2 heures, c'est donc de choper le retracement. Ici, on voit bien le breakout, donc impossibilité de shorter pour l'instant. C'est bien tout ce qu'on avait dit. Ça nous met une target ici à 128,94. J'ai une petite résistance juste avant. C'est là que je vends. Voilà, je revendrai de l'euro-yen. Mon cadre technique, c'est tout simplement une consolidation en WXY. On voit bien A, B, C et ça ne marche pas. Ici, on retrouve une grosse vague de baisse en 2 vagues qui vient chercher sous le point 1. Je vous rappelle, alors on va... Voilà, je sais, je vais vous redonner les éléments de comment valider un WXY académique. Donc un WXY académique, c'est toujours des sous-vagues ABC bien nettement distinctes, d'accord? Donc ça fait bien ça, ABC. On voit bien que le marché impulse en 2 temps. En général, effectivement, la phase de conso est assez brutale, c'est-à-dire qu'elle est jamais très lente, voilà. Elle est souvent plus rapide que les phases ascendantes. Bon là, elle a été vraiment éclair, hein, ça a été une phase de baisse vraiment éclair, mais on voit bien 2 vagues, hein, une première, deuxième vague, et ça parvient pas à en mettre une troisième. Mais c'est que le point X doit généralement être sous le point B de la vague W. Hein, voilà. Normalement, le point X, il se trouve toujours entre le point B et le point d'origine. Évidemment, jamais sous le point d'origine, mais là, vous voyez qu'on est pile poil là-dedans. C'est-à-dire que le marché tente le break, il piège, et du coup, ça veut dire, oula, mais vous êtes allé un peu vite, les petits vendeurs. Et on vous précasse le support. Mais voilà, alors, en fait, quand on fait WXY, c'est qu'on prépare le marché pour derrière une grosse accélération. C'est-à-dire qu'en fait, on accumule. Voilà. WXY, ça veut dire, ah, t'y as cru, mon petit malin? Bah non, on va essayer de te chasser les stops, et puis derrière, par contre, on ira comme il faut. Donc, pour l'instant, ça suggère bien toujours des stratégies de range. On voit bien des breaks haussiers, baissiers, machin. Donc, il n'y a pas de souci pour moi, ça reste du range. Le truc, c'est toujours de trouver la structure du range de façon rationnelle. Donc, quand on est dans un WXY, toujours la même chose. On prend des extensions et ça se trouve toujours dans la zone 100-127. Ensuite, on prend un Fibonacci time et généralement, les vagues sont de durée égale. Donc, ici. Donc on est très patient pour l'instant sur l'euro-yen, c'est-à-dire que c'est ici qu'il faut chercher des ventes dans cette zone-là, là-dedans. Voilà, donc là pour l'instant ça veut dire patience sur l'euro-yen. Ok, bon, si on y arrive un peu avant, c'est pas la fin du monde, d'accord? C'est-à-dire si on y arrive par là, c'est pas grave, mais là par contre si on déborde toute la zone tout de suite sur l'euro-yen et qu'on venait à chercher la target immédiatement comme ça, bon, en soi, c'est pas gênant parce qu'on voit bien quand même la structure de sous-vague ABC assez nette. Première impulsion haussière, ça consolide en triangle. Du coup, après un triangle, la vague est généralement assez impulsive. On peut très bien faire un ABC très rapide et chuter. Mais voyez, moi, pour jouer l'agressivité, c'est-à-dire pour renforcer sous les résistances, je veux qu'on y aille doucement. Donc, je veux que ça accumule ici.
voyez, qu'on range, et éventuellement par là, je suis pas contre l'idée de me positionner effectivement un petit peu plus vendeur, pardon. Voilà, mais donc pour l'instant je dirais patience sur l'euro-yen, il faudrait effectivement qu'on grignote une bonne partie du momentum là à plat hein, pour travailler cette résistance le plus longtemps possible. Derrière, vous voyez, en fait j'aimerais bien 1, 2, 3, qu'on fasse une 4 à plat, une petite 5 là-haut et celle-là je suis prêt à la vendre. Voilà. Mais il faut attendre un peu je pense pour terminer cette vague C. Trop vite ça serait mauvais signe. Voilà. Il va de soi que si on arrive là, c'est ici que pour ma part je déclenche des alertes. Ça veut dire ici que c'est des signaux de tendance haussière, et là ça veut dire que le contexte est en train de changer, enfin que le contexte que je trade en 2 heures est donc en train de changer, et qu'on n'est pas du tout dans un WXY. Maintenant je ne vous le cache pas, je pense sérieusement qu'on y est, et donc ça m'amène à penser qu'on aurait donc terminé éventuellement la première vague. Pourquoi pas hein. Bon après c'est pas, je trouve pas ça non plus spécialement... Bon, ça m'étonnerait qu'on ait déjà fini une vague A. Mais dans ce cas-là, ici, on trouverait un point de B, et dans ce cas-là, on aurait une C gigantesque à suivre derrière. Mais ce n'est pas un problème, hein, encore une fois, dans les ending diagonales, on peut très bien avoir dans les diagonales, on n'a eu que des sous-vagues en 2, hein, d'accord, pour l'instant. Il y a dans une diagonale, je vous rappelle les règles, il y a la 5e vague, peut parfois être 5 décomptes. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on aurait fait 1, on serait en train de consolider la vague 2. Ici, on aurait donc 3, 4, 5 à suivre. Okay. Donc attention à ne pas vous faire avoir par ce schéma-là. Ça peut très bien, là c'est ce que ça semblerait annoncer, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on n'aurait pas un schéma ABC, mais on aurait plutôt un schéma vague 1, vague 2, avec 3, 4 et 5 pour terminer la tendance. D'accord ? Et évidemment, dans ce cas-là, la 5, je vous dis, on passe acheteur, mais rappelez-vous que voilà, dans une ending diagonale, on peut avoir une vague impulsive, et ça peut être que la 1 ou la 5. La 1 ici n'est pas une impulsion, c'est donc effectivement notre 5 qui peut en être une. Ok ? Donc voilà le schéma que moi j'ai en tête, hein, donc pour l'instant, attendre de voir si on est dans ce schéma-là ou pas. Il se peut très bien qu'on n'y soit pas du tout, hein, ce n'est pas une garantie intrinsèque. Je vous rappelle qu'en héliotisme, on spécule plus qu'autre chose, et que pour l'instant, il n'y a pas la moindre preuve de validation qui soit. Donc ça veut dire... Bon, après moi les stops ont été abaissés, je risque plus rien sur l'euro-yen, qu'on soit bien d'accord. En cas d'invalidation, c'est juste je perds des gains. Alors ça me ferait chier, hein, je vous le cache pas, c'est clair, mais je pense clairement pas que ce soit le schéma du moment. Allez, donc patience sur l'euro-yen, on attend que le yen se réveille, puisque faut pas attendre grand-chose de l'euro. Ce matin, c'est l'euro qui fait remonter, mais le yen tire un peu la patte, donc on va voir ce qu'on peut en tirer. Le GBP. Bon, le GBP no comment, on est en train de repasser dans la partie haute du canal, donc je pense qu'on va se diriger bien rapidement vers la sortie haussière de ce dernier, vers des targets. Il aura fallu être très patient encore une fois sur celui-là, c'est encore une fois à cause du dollar, mais cette fois on est bon, le momentum est haussier, les prix le sont aussi, donc je ne vois plus de raison de flipper sur cette paire de devises. Là aussi, les stops vont être remontés bientôt. Je ne peux pas le faire tout de suite, parce que là, encore une fois, je me suis bien fait racler loin sur celle-là. Hein, c'est-à-dire que je crois que j'ai un prix de revient moyen par là. Voilà, donc je crois que je repasse à peine en positif là sur le GBP USD. Maintenant, bon, il va de soi que j'attends quand même de très beaux gains là-dessus. Donc voilà, hein, pour l'instant, patience, mais je ne remonte pas encore les stops de façon immédiate. L'AUD NZD, ça a été renforcé. Oh putain, qu'elle est belle! Ah voilà, bon, je vais vous montrer pourquoi j'ai renforcé. Voilà, hop, double boule, c'était recherché. On a bien terminé le pullback sur l'AUD NZD. Retour dans la tendance. On a donc fini notre sous-vague 1. Donc on est dans un schéma majeur ici. Là, hein. Alors bon, lui, celui-là, il est un peu space comme schéma, j'avoue. Je ne sais pas trop quoi en penser, en fait. Je me demande si ça, rien que ça, c'est pas juste une vague 1, en fait. Donc on va voir, je ne sais pas, c'est assez difficile à lire en ce moment, la UDNZD, les schémas de vagues. Bon voilà, après c'est un cross exotique, donc il faut être conscient que techniquement, c'est pas toujours ça. Voilà, disons qu'il y a des petits aléas, mais il se peut très bien que dans ce cas-là, on ait fait une grande vague 1 ici étendue, d'accord, vague 1 étendue, une conso, une 3, 4, 5. Voilà, dans ce cas-là, ça nous ferait une grande 1 majeure ici. Possible, hein, et franchement, je pense que c'est ça qu'on fait. Dans ce cas-là, ça expliquerait la vague 2 profonde qui retrace 61%. Ça expliquerait beaucoup de choses, en fait, en termes de schéma. Si vous voulez, le problème de l'Elliott, c'est que c'est toujours plus facile d'analyser quand c'est terminé. Quand on est en cours, c'est toujours difficile. C'est pour ça que, je vous rappelle, Elliott, le but, c'est pas d'avoir raison, c'est simplement d'effacer une bonne portion des prix.
Donc voilà une solution qui pourrait expliquer ce gros pullback de 61%. En deux vagues, bien distinctes, bien propres, parfaites, hein, 127% de la une, c'est limite, c'est de l'académique. Enfin, c'est du pur pédagogique. On serait donc en train de se réorienter dans une sous-une, c'est-à-dire, hop, ici on serait dans la majeure, enfin la primaire, et on serait donc en train de faire les sous-vagues de la 3, d'accord, donc on aurait fait une, deux, ça attendrait probablement, dans une 3, c'est souvent la 3 qui est tendue derrière, hein, d'accord, donc s'attendre probablement à un truc comme ça, non, non, non plus, j'ai envie d'un truc simple, voilà, ça, c'est bien. Ok, donc dans le délire, ça ferait un truc comme ça. Ok, alors en sachant que là, théoriquement, je vous rappelle qu'on est sur des vagues étendues, donc il faut vous accrocher sur ce truc-là. Hein, c'est-à-dire que là, théoriquement, si on doit jouer une extension de la grosse une, ça va faire mal. D'accord, donc hop, alors je vais y arriver. On va recaler tout ça, mais sur du daily. Voilà. Donc là, ça nous ferait bottom à bottom. Voilà, donc là je pense qu'on vise sans problème un 161 sur celle-là. Donc les cassures de résistance, voilà, on doit au moins casser ça là au sein de la 3, donc je pense que c'est minimum 161, donc ça ferait 1,14, on peut même viser un 200, il n'y a pas de souci, on va aller regarder dans l'historique si ça correspond à des trucs. Ah ben non, parce qu'on doit casser cette résistance là aussi, donc je dirais 200% et direction là, et ça ne nous empêche pas d'aller viser un 261 carrément à un 19. Hein. C'est pas, encore une fois, rien n'est impossible. Là, il ne faudra pas y chercher à limiter la prochaine vague de hausse sur la UDNZD. Vous avez prévenu que celle-là, elle serait costaud. Il ne faudra pas la rater. D'accord? Donc ça voudrait dire ici, on se décompose, enfin on se met dans un schéma haussier. Allez, bon, on attend qu'il y ait 5 vagues de hausse bien complétées et on verra. Donc si ça tire soit à 1,18, soit si on s'arrête là. Mais normalement, on doit casser des résistances. Le minimum, c'est celle-là. Mais je pense sincèrement que là, on va se diriger effectivement vers des cassures de résistance plus fortes. C'est-à-dire casser celle-là également. Et peut-être celle-là. Voilà, donc peut-être un 200 ici, peut-être pour terminer la 5. Donc je dirais ici, si on a bien un décompte en 5 vagues terminées, commencer à se calmer. Dans ce cas-là, on se gardera le meilleur pour la fin. Je vous rappelle qu'on peut très bien avoir un schéma de vague 5 étendu, hein, ici. Ou tout simplement, attendez. Oui, on peut faire un truc comme ça, d'accord. Rappelez-vous, ça fait 1, 2, 3... Enfin, il y a plusieurs décomptes en plus. C'est-à-dire que là, on a la leading diagonale, donc on sait que normalement, c'est celle-là, la vague étendue. Donc elle doit durer beaucoup plus longtemps que la vague 1. D'accord. Donc normalement, en termes de rythme de marché, c'est quand même un truc... Ouais, moi, je pense qu'on va là, franchement. Je pense que c'est ça le minimum. Vous voyez, je pense qu'on se fait un petit truc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et on a terminé les ranges. Et on est revenu au point de départ sur la UDNZD. Moi, c'est ce qui me semble le plus probable. Hein. Mais ici, un 261 me semble le strict minimum, puisqu'on va donc rechercher également des extensions weekly de la vague 1 en même temps. Enfin, de la vague 1, de la grosse 1. Alors, on va y arriver. Attraper le point haut, là. Non, il ne veut pas me le proposer, ce saligo. Voilà. Hop, au bottom, ici, de notre 2. Ah, oui, la UDNZD, c'est un scénario weekly pour moi. Hein, donc, je vous rappelle que là, c'est des scénarios imbriqués dans les uns dans les autres. Il y a plusieurs time frames. Et vous voyez, là, normalement, après ça, on fait 161,8. Donc, je pense que c'est effectivement ça qu'on va tirer. Hein. Voilà. C'est un minimum 161,8 sur ce truc-là. Et on doit sortir du canal. Donc, effectivement, il me semble que c'est ça le schéma qui nous attend. 1, 2, 3, 4. Donc là, on va être dans la on devrait être dans la grosse vague, je pense, de la UDNZD. Donc, il ne fallait pas rater le point de départ, quoi. Il fallait vraiment pas le rater, celui-là. Et je pense que là, on est en train de se préparer pour ça. Hein. Donc, moi, de toute façon, je vous ai dit maintenant, on est théoriquement dans la vague étendue. Donc là, je vais renforcer toutes les cassures de résistance. C'est-à-dire que là, maintenant, on renforce ici, je remonte. J'ai un levier de 6 là. Hein. J'étais à 5, je viens de passer à 6. Donc là, levier de 6. Et il faut être conscient que maintenant, du coup, comme mon PRU, il est très bas, je vais pouvoir renforcer
très sereinement. Et là, c'est de la vraie pyramidalisation. C'est pas de la martingale contre la tendance. Là, c'est de la vraie pyramidalisation dans le sens de la tendance. La UDNZD, je vais ride the trend autant que faire se peut. Et j'aime autant vous dire que celle-là, quand elle va me donner des sous, je ne vais pas le faire à moitié. Allez, c'est parti, on a fini sur le FX et je pense que c'est tout bon. Alors Tesla, no comment. On va voir aujourd'hui évidemment si elle remonte, mais elle, je sens qu'elle va se prendre une cartouchasse bien comme il faut. On est bien théoriquement pile poil dans le scénario du point X et en général le point X il repart assez brutalement derrière. Donc je m'attends à ce qu'ici ça décroche violemment sur Tesla. J'aime pas trop vous donner. Alors bon, Tesla, j'ai déjà sécurisé et j'encaisse des gains là-dessus. Enfin, j'ai des gains latents là-dessus qui commencent à être violents. Elle, je l'ai bien renforcé l'autre jour. Je ne suis pas allé doucement. Voilà. Donc Tesla, elle, quand elle va me payer, ça aurait été très long. Encore une fois, un scénario très très long sur Tesla. Mais la patience finit toujours par payer quand on respecte toujours des règles. J'ai bien géré mon risque. Je pense que Tesla, elle va se faire dérouiller dans les prochains jours. Sauf si évidemment Wall Street part dans un scénario de bulle et Tesla pourra faire partie de la bulle. Mais honnêtement, je pense qu'Elon Musk a fait une belle connerie à racheter ses actions au sommet. En tout cas, moi j'ai été heureux de lui en vendre une partie. À découvert. Apple, même chose, je reste vendeur, ça a été renforcé hier. Voilà, enfin bon, moi j'ai renforcé toutes les ricaines. Maintenant, on va voir si ça casse bien les supports ou pas. Si ça marque des supports, bon, bah voilà, encore une fois, je comprends pas, mais c'est pas moi qui fais le marché. Donc si ça devait remonter sur l'intégralité de la cote US, eh ben, il va de soi que je déclencherai l'invalidation des renforts. Apple, je veux en avoir quoi qu'il arrive en portefeuille à la vente. Sauf si on part vraiment dans une bulle, mais Apple, je veux en avoir à la vente en portefeuille, parce que ça, je sens qu'un jour, ils vont se prendre une news, eux, et que ça va leur faire tout drôle. Un truc à la con, genre un fabricant chinois qui supprime les contrats, ou un truc comme ça. Enfin, je m'attends à un truc cataclysmique sur Apple qui vont pas voir venir et que les investisseurs vont tous lourder cette merde hors de prix et que malheureusement il n'y aura pas de pullback. Voilà. Donc Apple, je m'attends à ce que ça décolle d'un coup. Je vous rappelle que la structure d'Apple, c'est donc une ending diagonale terminée. En général, là on fait un retour bam brutal, sauf que cette fois il n'y aura pas de buy the dip. C'est bien ça que je vous dis. Si ça tombe pour moi sur la cote à Wall Street, Apple c'est celle qui tombera parmi les premières, comme Tesla, parce que ce sont celles qui sont les plus faibles. Et la différence, c'est qu'Apple, ici, elle trouvera probablement pas de support. C'est-à-dire qu'Apple, elle va probablement faire bam, bam, et ensuite, on va racler les stops et venir jusque-là. Donc ça fait quand même une chute de 194 à 120. Je peux vous dire qu'ils vont s'en souvenir, ceux qui les ont achetés à 194, leurs actions d'Apple. Après, ce n'est pas nécessairement une entreprise qui va cracher, et je vous rappelle qu'on ne me classe pas encore comme un putain de permabère, ça nous ramène un an en arrière, ça nous ramène en 2017, c'est tout. Est-ce qu'Apple, ils ont vraiment changé le monde depuis 2017 ? Que dalle. Par contre, ils ont changé le monde de la bourse, parce qu'on est devenu complètement couillon et qu'on vise des trucs complètement stratosphériques en ce moment sur les bourses, mais encore une fois, ça ne va pas durer indéfiniment. On verra ça. Nvidia, même chose, à la vente. Enfin voilà, bon, no comment, vous voyez en weekly, le bel avalement baissier, double signal vendeur hebdo sur Nvidia, ça franchement il faut en avoir en portefeuille, c'est même chose, le schéma de vague est terminé. Bon voilà, un truc comme ça, honnêtement, waouh, voilà. Là on a bien donc fait théoriquement une grosse une étendue, là le schéma n'est pas le même, je m'étais bien planté, voilà. Ma structure technique pour l'instant, c'est ça, ça, ça. La validation se fait donc en cassure du point 4. C'est-à-dire que là, j'attends à ce que ça tombe au point 4, qu'on valide la cassure. Et alors là, derrière, c'est la craque de la valeur. On est bien sur un truc parabolique. Donc c'est direct derrière. Ça vient chercher le support majeur ici et casser au minimum ce support, voire probablement, comme je vous dis, celui-là. Mais je pense que là, on peut s'attendre à une bonne grosse chutasse de Nvidia. Là aussi, ça fait du bon moins 36%. Toujours les gros de la cote, les Fangman et compagnie, qui sont donc un petit peu dangereusement cotés à Wall Street en ce moment, et pourtant tout le monde ne les voit que comme les sauveurs de la cote américaine. Moi je pense que c'est eux qui vont la plomber comme il faut, mais encore une fois je peux me planter. Allez, j'ai fini mon argumentaire habituel, on prend vos questions. Alors, toi t'es pas au bon endroit mon pauvre. Richard Farr. Oh là, d'accord, mais c'est quoi ce merdier? Enfin, ok, bullshit, au revoir. Allez.
J'aurais même aimé le signaler. Bon, enfin, c'est pas grave. Merci pour des... Qu'est-ce que tu entends par les clôtures sur le Bitcoin, sachant que le marché est ouvert. Mais il y a des clôtures, on en a déjà parlé de ça, les gars. Hein. Attendez, je regarde si on est bien sur la bonne. Oui, oui. Il y a des clôtures, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Voilà. Parce que, je vous ai expliqué déjà, j'ai répondu à cette question plusieurs fois, les clôtures sont importantes parce que c'est elles qui laissent la trace sur les graphiques. Les indicateurs se calculent la plupart du temps par rapport aux clôtures, donc elles sont importantes, même si le marché code 24 heures sur 24. Voilà. Oui, mais je m'en fous. Non, moi je reste acheteur de General Electric à moyen long terme. Je ne trade qu'avec les gains réalisés précédemment, ce qui fait que je ne suis pas débile. Et si jamais je dois me faire invalider, ce ne sera pas grave. C'est simplement que je vais rendre les gains que j'ai déjà pris. General Electric, c'était dans le Dow Jones, ça m'étonnerait ça. Je ne suis pas certain. Hein. GE, c'était... Ah, peut-être qu'ils étaient dans le Dow, remarque. Oui, remarque, c'était peut-être dans le dos. Mais de toute façon, je vais expliquer la magie du dos et la magie des indices comme ça. C'est que de toute façon, dès qu'il y en a un qui est trop faible, on le sort et on en met un qui a un meilleur momentum en face. Donc c'est pour ça que les indices Dow Jones, c'est surtout... Enfin, les indices faiblement qui ont peu de pondération, c'est toujours haussier le dos. C'est normal. Quand il y en a un qui est pas bon, on le sort. Donc imaginez-vous le merdier, quoi. Comment voulez-vous que le dos baisse? C'est juste pas juste, en fait, comme pricing. Le dos, il est fait pour faire acheter les investisseurs américains. Hein. Je vous le dis, ça, on fera un jour, si vous voulez, une émission sur ces trucs-là. Le S&P 500, c'est la bourse. Le Dow Jones, c'est la bourse pour les neuneux. Et la bourse pour les neuneux, ils regardent tout ça à Wall Street. Hein. Enfin, à part Wall Street, mais je veux dire, tous les investisseurs particuliers, ils regardent le Dow Jones. Ils se disent, si le Dow Jones va bien, c'est que l'économie va bien. Mais c'est juste complètement con. C'est comme si on vous disait, ah ouais, mais c'est comme... voilà, non, j'essaie de trouver une parallèle pas horrible. Parce que là, j'allais dire, c'est comme si dans une société, on tuait tous les gens malades et on disait la société, il n'y a pas de malade dans notre... la santé se passe bien dans notre société parce que dès qu'il y a un malade, on le tue. C'est exactement ça, en fait, le principe. Hein. C'est de dire, chez nous, tout le monde se sent bien, tout le monde va bien parce que dès que tu vas pas bien, on te tue. Enfin, c'est grave. Voilà. Hein. Donc, effectivement, dans ce cas-là, oui, tout va bien, mais par contre, il y a un réel problème de fond. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout un représentatif du marché, le Dow Jones. Par contre, c'est fait, évidemment, pour donner confiance aux investisseurs. Pour qui continue d'acheter des actions. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, la plupart de l'épargne de retraite est faite via des fonds d'investissement, ce qui fait que pour eux, il faut que la bourse aille bien, sinon ils ne peuvent plus bouffer les vieux. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est cataclysmique les récessions aux États-Unis, d'un point de vue social. Surtout qu'en plus, les protections sociales, je ne vous garantis pas le merdier derrière. Donc, bref. Tu me diras, le BNB n'a pas la plus grosse cap, mais il est spécial sur Silicon. Oui, effectivement. Je sais, il y a plusieurs personnes qui m'en parlent du BNB et compagnie. Mais voilà, moi, j'ai déjà fait mon choix, je n'en changerai pas pour l'instant. J'achèterai probablement du BNB après, mais comme je vous dis, ce sera pour payer mes transactions. Mais donc moi, ce sera dans des volumes très faibles et ce sera simplement pour réduire mes commissions. Mais une fois que j'aurai utilisé mes BNB, j'en achèterai probablement pas. Moi, je vous rappelle que je fais du buy and hold, c'est-à-dire que les cryptos, je ne vais pas spéculer. Hein. Pour moi, la phase spéculative, elle est au bout du bout. La volate va être tellement écrasée que vous allez être épuisé de chercher de la volatilité, de chercher à trader ça. Et moi, c'est vraiment une stratégie de buy and hold. Je vous ai dit, j'achèterai 3 cryptos et ensuite je regarde plus. Hein. Voilà. Je vous ferai toujours le suivi parce que je sais que vous adorez ça. Mais moi, pour ma part, une fois que j'aurai pris mes achats, bon, je pourrais toujours spéculer un peu sur le CFD, mais il faut être conscient que moi, le CFD, c'est $30 de spread. Donc $30 de spread, s'il n'y a pas de volate, autant vous dire que je ne vais pas trader tous les jours. Hein, voilà. Et qu'il y aura de moins en moins de trades sur le Bitcoin sur les horizons de temps que je peux trader moi, tout simplement parce que avec un spread de $30, il faudra que je chope des vrais swings et qu'il y en aura de moins en moins. Et qui prendront de plus en plus de temps. Voilà. C'est toujours tout et son contraire dans les explications du BTC. Si tu n'es pas content, tu t'en vas, Vincent. T'es marrant, toi. Quand j'ai un sentiment, je te le donne. Quand on est dans un range, je suis obligé de te donner les deux options, parce que c'est comme ça que je trade. Tu crois que je suis devin et que je sais de quel côté on va sortir? On est sur un support, nom de Dieu, dans une tendance baissière. Si le support cède, c'est normal. Si le support tient, ça va procurer un retracement. Voilà tout ce que je peux te dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je te dis en plus dans quel sens je traite. Je pense qu'on va avoir un rebond technique. Maintenant, je peux me tromper, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus que ça? Hein? Je te donne les deux options, je te donne les deux targets, je te donne les deux niveaux d'invalidation pour un bull, pour un bear, et je te dis en plus ce que je fais moi. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus.
Ah, pardon si je suis un peu agressif, ta question est juste en plus, mais voilà, je te donne la réponse. Qu'une vidéo magnifique que vous avez fait ici, vous qui ont dégagé sur le Bitcoin, c'est le temps d'investir. Non, tant que c'est... Alors, à voir, hein, si tu veux. Ouais, mais faut arrêter avec vos merdes là. Donc toi, tu dégages, t'es un spam. Voilà. Alors... Voilà, vous dégagez. Alors, pour l'action de JI, bah oui, s'il y a du volume qui est traité, c'est que ça veut dire que les prix intéressent les investisseurs. Et encore une fois, pour moi, quand on vient de s'écrabouiller comme ça depuis des mois sur la valeur, bah c'est qu'il y a des gens qui achètent, voilà, tout simplement. Hein. Donc c'est bon signe pour moi. Maintenant, encore une fois, le volume n'est qu'une information technique. Je vous rappelle qu'on ne trade pas avec une seule information, on trade avec plusieurs signaux de trading. Ça peut être utilisable, en tout cas. Moi, je pense que c'est un bon signe, mais je ne considère pas ça comme une stratégie gagnée. Tu sous-entends que c'est plus intéressant d'avoir de l'or physique, cependant, étant donné que le dollar est perché, que la paire X s'écroule, le gold devrait augmenter. Oui, on va voir. Mon scénario gold, je vous l'ai déjà exposé plein de fois, et je vous ai déjà expliqué aussi plein de fois l'intérêt de l'or physique par rapport à l'or papier. Parce qu'encore une fois, si ça met l'or, c'est dans le pire des cas. D'accord ? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un mec qui prône l'effondrement de la civilisation, je ne suis pas un permabère, mais je suis un trader et je calcule les risques. Il y a un risque que la prochaine crise financière soit vraiment pas belle, vraiment moche, parce qu'on a cumulé beaucoup de risques, et si en plus on s'amuse à coller une bulle spéculative par-dessus, franchement, je pense que derrière, l'économie de marché, c'est terminé derrière. Voilà, hein. Je pense que derrière, on va vers un gros changement de civilisation. Et encore une fois, par rapport à ça, l'or physique, c'est la sécurité face au plus gros danger. C'est-à-dire danger de ta banque qui ferme et qui te dit « Je suis désolé, monsieur, vous pouvez pas retirer votre argent ». Et puis derrière, perte de confiance dans les banques et compagnie. L'avantage, c'est que si tu veux, avec un lingot, tu ne seras jamais emmerdé. Parce que tu trouveras toujours un mec pour t'acheter un lingot. Donc voilà, c'est la sécurité, le lingot, mais pour le pire des scénarios. Et encore une fois, j'en ai, mais je ne mets pas tout mon capital dans de l'or physique, pas du tout. C'est simplement, comme c'est un petit risque, mais qu'en fin de cycle économique, ces petits risques ne sont plus non négligeables, il faut se prémunir contre ces risques. Voilà, j'ai acheté de l'or, point barre. Maintenant, ça reste modéré. J'en avais acheté un peu trop, j'en ai revendu une partie. Mais voilà, maintenant, je pense que je suis bien pondéré. Au début, je ne considérais pas les cryptos. Donc, j'avais dit, moi, je sais toujours, en fin de cycle, je mets 30% de mon capital en actifs refuge. Donc, j'avais acheté 30% d'or physique. J'ai trouvé que c'était un peu trop parce qu'à l'époque, je ne considérais pas les cryptos comme viables. Vous allez me tuer pour ce que je vous dis, mais je vous le dis quand même. Je vous le dis en toute franchise. Voilà, il y a plusieurs mois, vous tradiez tous les cryptos et je me disais, oh putain, non, mais ce truc-là, c'est bon, ça va jamais. Enfin, c'est pas possible, c'est trop spéculatif pour être un actif refuge. Aujourd'hui, je commence à le considérer comme tel. Donc, effectivement, je me suis dit 30% d'or, c'est un peu too much. Donc, j'en ai revendu une bonne partie pour acheter des cryptos, en fait. Et je répartis donc mes actifs refuges entre crypto et or. Mais c'est tout ce que je fais, hein. Et voilà. Et ça veut dire qu'il me reste quand même aujourd'hui 60% de mon capital spéculatif, soit en immobilier, soit en spéculatif sur les comptes de trading. C'est tout. Voilà. Donc, je ne suis pas encore passé en mode pure bear market, mais je cherche des ventes. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Le Bitcoin. Oui, effectivement. Je vois depuis quelques jours d'autres traders qui commencent à dire que cette baisse sur le BTC pourrait bien continuer jusqu'à la fin de l'année et non l'été. Moi, je reste sur ce que je vous ai dit, encore une fois, je ne fais pas la girouette tant qu'on ne me l'a pas prouvé le contraire. Si on casse le support, c'est pour moi bottom pendant l'été. Si on ne casse pas le support, on remonte pendant un mois, on rebaisse ensuite pendant 2-3 mois et ça nous mènera sur la fin de l'été ou la rentrée. Et ensuite, je pense que c'est bottom, écrasement de volage jusqu'à la fin de l'année. Et peut-être l'année prochaine, on reprendra des schémas un petit peu plus haussiers. On verra. Mais dans tous les cas, faut être très patient. C'est le rythme que vous avez eu ces derniers mois, là, bulle plus crack, faut laisser ça derrière vous. C'est un état de marché très rare et c'est fini tout ça. On est vers la fin de tous ces trucs-là. Donc il faut arrêter de penser que ça va revenir comme avant. Ça ne reviendra pas comme avant. Avant probablement plusieurs
années et encore. Je dis, si le Bitcoin devient réellement une valeur refuge, son prix va se stabiliser. Donc, qui dit prix stable dit que vous pouvez oublier les bulles et les volatilités et les 100 000 dollars et whatever, et tout ce que vous avez pu imaginer, to the moon, quoi. Hein. Alors, une analyse du CAC pour ceux qui traitent sur PEA. Tiens, bonne question, c'est amusant. Bon, on va le faire. Bon, je fais jamais le CAC. Alors déjà, il faut savoir, moi je regarde pas le CAC 40, je regarde le Global Return. Et il est moche. Hein, voilà, en hebdo, quant à ça, t'as pas du tout envie d'acheter. On est venu chercher une target vague 1, 3, 4, 5. Donc là, on a bien terminé pour moi un décompte qui est une 5-2-5. Pour moi, le CAC 40, il se casse la gueule. Comme à Wall Street, c'est-à-dire que je pense que sur toute façon, toutes les actions là, elles ont un bon moins 10% à faire, que derrière ça signera le début de la phase de baisse pour le CAC 40, et pour moi derrière il est voué à se péter la tronche, pas des fins du monde, hein, mais voilà, ça fait un global return qui retourne sous les 10 000 points, ça fait moins 35, moins 40% de baisse pour la cote européenne, la cote parisienne. Mais voilà, encore une fois, je maintiens, hein, moins 30, c'est pas des cracks. Hein. Moins 30, c'est on passe sur des niveaux de crack et évidemment tout le monde va être là, oh putain, fin du monde et tout. Moi je vous dis, si l'économie elle est pas trop mal en point à ce stade-là, qu'on a purgé les dettes, qu'on a purgé les bulles de crédit de QE, moi franchement je suis pas contre racheter des actions derrière, à moins 30%, ça m'intéresse, tu vois, par là. Mais encore une fois, je veux voir comment ça se passe et si l'économie, elle y survit. C'est-à-dire que si derrière, on commence à se retrouver avec des chômages au-dessus de 15-20% en Europe et compagnie, dans les pays leaders, c'est-à-dire si l'Allemagne, elle commençait à se retrouver à 15-20% de chômage ou des énormes fractures sociales et des trucs comme ça, bon là, je préfère rester vert. Mais on verra. Voilà. Hein. Ça, c'est vraiment encore très loin. Là, on est sur des scénarios qui mettront plusieurs années à se développer. Il peut se passer beaucoup de choses. Là, c'est plus essayer de sortir la boule de cristal que faire du trading. Mais théoriquement, voilà. Moi, je vois bien un truc comme ça. Dans le marché où là on rentrerait donc dans 2 vagues de consolidation, c'est-à-dire des récessions à horizon les 2 prochaines années. Mais des cycles récessifs, ça veut dire pas de croissance. Hein. Faut bien être consistant dans les mots qu'on choisit en économie. La récession, ça ne veut pas dire krach boursier, effondrement et compagnie. Encore une fois, ça veut juste dire que le modèle de croissance ne se s'auto-suffit plus, donc on passe en décroissance, on passe en récession. Voilà, c'est tout. Et c'est pas le mot interdit, la récession. Putain, c'est juste normal. On est monté gonflé au crédit depuis 8-9 ans. Il est temps maintenant quand même de se dire qu'on est peut-être allé un peu haut juste avec du crédit, quoi. Voilà. Mais pour moi, CAC 40 baissier. Hein. Oui. Et j'ai pas peur de le dire. Hein. Maintenant, j'ai tout. Hein. J'ai le double signal bear dans un cycle exit. Pour moi, ça se casse la gueule et ça casse un support. Exit, ça casse généralement un support. Donc le gros support là, je le vois bien céder. Maintenant, moi, je ne trade pas le CAC 40. Je vous rappelle que pour moi, tout est lié aux actifs américains. Et si on doit avoir une baisse généralisée, évidemment, le CAC 40 baissera comme ses confrères. Mais je pense que ceux qui procureront le plus de baisse, ce seront les Américains. Parce qu'ils ont anticipé que tout se passerait bien. Et si ça chie dans la colle, c'est eux qui vont lâcher le plus. Hein, voilà. Donc moi, les CAC 40 et compagnie, je les vendrai, mais après. Mais il faut être conscient qu'ils ont donné pour moi des signaux de vente assez évidents. Là, on a des prix et momentum baissier. Enfin, on a un momentum baissier, des prix haussiers. Généralement, ça nous ramène vers le support. Faut être conscient que, voilà, un truc comme ça. Alors ça, c'était pour avant. Hein, on n'était pas du tout dans ce cas-là. Hop, voilà. Donc moi, c'est vraiment ça mon schéma hein, actuellement. Hein, on revient petit à petit sur les différentes obliques qui ont soutenu la tendance haussière ces dernières années, sans pour autant les briser. Voilà. Moi, je pense que théoriquement, après un schéma comme ça, arrivé au point C, on sera à 30% de baisse, on sera sur un canal de soutien de long terme. Je pense qu'ici, on peut redémarrer une nouvelle tendance. Sans problème. Nouvelle tendance haussière, donc un nouveau cycle économique, 8 ans et compagnie. Si l'économie n'a pas pété, c'est-à-dire si on a résolu les problèmes sur l'obligataire, qu'on arrête complètement les QE, qu'on a compris que ça ne marche pas, et compagnie. Mais si là, pendant la phase de baisse, on commence à dire « Oh là, mais il ne faut pas que ça baisse, QE et compagnie », c'est que voilà, les QE, ça marche quand on est en croissance. S'ils tentent de s'amuser à faire du QE en récession, malheureusement, toute la liquidité va s'exprimer à la baisse derrière. C'est-à-dire que voilà. Je pense qu'ils ne sont pas assez cons pour faire ça, mais je te donne mon avis. Voilà. Mais pour moi, baissier, hein, je pense que tous les actifs, en fait, boursiers, actions, sont déjà en train de sont en train de donner les premiers signes de bear market. C'est-à-dire, je pense qu'on a fait les tops. Les tops pluriannuels. Voilà. On peut aller légèrement plus haut sur certains secteurs, donc certains actifs, certains indices fortement pondérés en tel ou tel secteur peuvent éventuellement aller faire de nouveaux sommets historiques, comme ça a été le cas du Nasdaq, mais je pense honnêtement que c'est terminé. Voilà.
Pour moi, là, on est déjà en train de basculer sur ce qui sera à terme le retour dans un bear market, c'est-à-dire des phases récessives à venir dans les prochains mois et les prochaines années. Mais encore une fois, moi, c'est un scénario, hein, et si je me plante, je vais pas vendre à tue-tête pensant que j'ai raison et que le marché a tort. Fin du game pour le dollar, j'en possède beaucoup acheté très bas suite à la vente de crypto au début du crash. La valeur en euros a fortement augmenté depuis. Il faut que je repasse rapidement en euros. Non, oula, pas du tout. Pas du tout, du tout. Le dollar reste la devise la plus forte, seulement là, elle a tellement tiré qu'elle va ranger et elle ne fera plus rien pendant quelques mois. C'est-à-dire que l'eurodoll, je m'attends à un range pendant 1 à 2 mois et après, on reprendra évidemment le rythme précédent. Mais voilà. Bon, de toute façon, j'ai répondu à ta question sur l'analyse euro-dollar aujourd'hui. Alors, j'aimerais comprendre plus précisément comment trouver un niveau de validation d'un trade, par exemple, contre la tendance, un TP, où sera mon niveau de validation. Alors, dans de la contre-tendance, ton niveau de validation, c'est cassure de la première. Alors, si tu achètes contre la tendance, c'est cassure de la première résistance. D'accord ? Et normalement, tu vas sécuriser ton trade sur cette résistance. C'est-à-dire que dans contre-tendance, l'objectif, c'est de sécuriser rapidement. Voilà. Et généralement, moi, ce que je fais, c'est que si tu prends un bon trade, normalement, tu vas rentrer à ce niveau-là, ton stop va être là, ta validation, elle est généralement à la même distance. C'est-à-dire c'est un ratio d'1 pour 1. C'est-à-dire qu'en général, tu valides sur pratiquement la taille de ton stop. Voilà. Bon, après, c'est à voir, mais c'est pas... Voilà. USD, MXN, j'ai du mal à faire un décompte daily, on peut essayer ça. Pardon. Ethereum classique semble se démarquer du BTC... non, je m'en fous. Pour l'instant, ça se décale. Pour le moment, ça décale pas. Ils font tous la même chose, donc non. Je veux pas perdre mon temps à analyser d'autres trucs. Mais si ça se décorrèle, pourquoi pas. Mais pour l'instant, j'ai pas ce sentiment-là. N'hésite pas à faire la publicité pour le champ. Ah ouais. Elle est pas mal celle-là. Effectivement, si vous trouvez que les émissions sont trop longues. Vous foutez la vitesse de lecture en 1,25. Alors déjà que je parle vite, vous n'allez pas être dans la merde. Mais pourquoi pas ? Je sais pas à quoi ça ressemble. On va faire l'essai, tiens, c'est marrant. Comment on va faire ça ? Tableau de bord. Fais voir un peu ce que ça donne si je me mets en x1,25. Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vitesse. On commence comme d'hab. Un petit coup de calendrier économique avant de commencer à s'attaquer au Bitcoin. Donc le NZD cette nuit s'est passé. Bon, ça n'a pas changé grand-chose. Ouais. Donc on est sur la prévision, pas de décalage de marché, mais ça a permis quand même de pousser un peu plus pour valider les bottoms. On est donc sur des structures validées en daily. Les trades sont donc OK sur la partie. Bon, 1,25 ça va. A priori, ça a l'air de passer. Mais bon, voilà, c'est effectivement, si vous faites 1,25 sur une émission d'1 heure, vous avez gagné un quart d'heure. Bon, mais bref, voilà, quand j'ai des choses à vous dire, j'essaie de le dire, mais c'est toujours, encore une fois, c'est un but pédagogique. Ceux que ça gonfle, les émissions d'1 heure, je suis désolé, mais encore une fois, je vous l'ai dit, la meilleure des façons dans ce cas-là, c'est de tout simplement, vous voyez, quand je fais les émissions, plus que de mettre en 1,25, là, vous voyez que, par exemple, je suis en train de parler BTC-USD. Hein, et puis derrière, si vous voulez voir autre chose, vous voyez, vous passez, là, je suis toujours sur le BTC, là, je suis à UDNZD, DXY, vous voyez, vous le voyez toujours dans la droite. Donc, en fait, vous pouvez vous dire ça, et vous vous dites, voilà, tout simplement, là, GBP, et voilà. Et au début, normalement, de l'émission, j'essaie de vous dire de qui je traite au sein de cette émission-là. Voilà. Donc, voilà, à voir en fonction de vos trucs, à franchir, comment vous préférez. Mais voilà, après, encore une fois, bon, bah, si ça vous gêne vraiment les émissions longues et que vous voulez juste des gens qui vous nourrissent de trade, je pense que vous n'êtes pas au bon endroit, après, tout simplement. Hein. Voilà. Mais encore une fois, moi je ne vous tiens pas rigueur. Hein. Si vous vous sentez mieux ailleurs sur des mecs qui vous font des émissions de 10 minutes le matin et qui vous disent je vends là, j'achète là sans vous expliquer pourquoi, moi je m'en fous, je respecte. Voilà. Mais moi je me différencie des autres par ça. C'est-à-dire que moi je me vois plus comme un prof que juste comme un trader qui vous balance des trades. Sinon, honnêtement, j'en aurais rien à foutre. J'ai rien à vous prouver. Je veux dire, si ce que j'avais à vous prouver... Il faut bien comprendre les autres. Ce qu'ils font en général, c'est qu'ils vous vendent des signaux. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous font des émissions de 10 minutes où ils vous donnent quelques trades. Et ils vous expliquent pas trop et ils vous vendent la méthode derrière pour trouver ces trades. Moi, je vous vends pas la méthode. Donc, j'en ai rien à foutre, en fait, de vous donner du trade rapide. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez comment j'arrive au scénario de trading et comment ça se passe dans ma tronche. Parce que je pense que c'est là qu'il y a de la valeur ajoutée et pas nécessairement dans le fait de vous dire salut les gars, alors aujourd'hui je renforce là, j'achète ça, je fais ci, je fais ça, je place mon stop là, je place mon milieu. Parce que si je vous fais ça, honnêtement, en 10 minutes c'est plié. Hein. Mais vous apprenez rien.
Voilà. Donc je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit nécessairement un bon choix de fonctionner comme ça. Allez, il n'y avait plus d'autres questions. Ah non, s'il fallait analyser, je sais plus trop quoi. Oui, l'USD MXN. USD MXN. Ouf. Alors là, on est sur un niveau de prix très intéressant. On a un avalement hebdo sous une résistance. C'est pas mal, hein? Non, non, ça c'est pas mal. Je pense qu'on a une vague 2 là. Hein? Théoriquement, tu vois, dans un truc comme ça, tu as une vague 1. Faut regarder, bien vérifier que ça c'est une impulsion, mais ça m'a l'air bien parce que ça casse un support. Ça me paraît bien, hein, voilà. En termes de structure de prix, honnêtement, ça me paraît plutôt construit. C'est-à-dire que là, il y aurait un beau schéma ici, dans cette décompte hebdo. Alors, on va regarder la suite, on va essayer de voir où on en est. Non, alors par contre, non, du coup, effectivement, je reviens sur ce que je t'ai dit. Donc là, tu as bien ici une belle vague 1. Ok, tu as une 2 dynamique. Tu as une grosse 3 avec sa sous 4 ici. Hein, tu vois, c'est la seule fois où tu as un vrai pullback et derrière vague 5. Donc là, en fait, tu es au sein d'une vague 4 et il reste théoriquement une vague 5 à faire. Hein, de toute façon, il me semble quand même que le dollar, il reste quand même une belle tendance, un bon gros bout de tendance haussière à faire là-dessus. Donc vraiment voilà, moi pour l'instant je te suggérerais de rester plutôt tranquille. Donc l'USD MXN ça resterait plutôt haussier, donc là tu es au sein effectivement d'une vague 3. Tu es au sein d'une vague 3. Donc là attendre que cette structure la consolide. Et je vais te donner mon sentiment, je pense même, tu vois que on est déjà en train de préparer une 5 étendue. Voilà. Je pense théoriquement là, si tu veux, que le schéma, c'est ça. C'est-à-dire qu'au sein de ta 5, tu es en train de faire 1, 2, 3 étendus, 4 en overlap, et qu'il faudra t'attendre à une 5 étendue. Pour moi, c'est ça le schéma qui va se mettre qui pour l'instant semble se mettre en place. C'est-à-dire que sur le global, tu prends ton canal ici. Hop. Alors on va le recaler après, et là tu le mets sur la vague 1. Hop. Voilà, toujours pareil, je vous rappelle, tu mets à l'apex. Alors attends, on va tirer un peu plus loin, voilà. Hop. Et hop. Enfin, chercher le sommet, on va y arriver. Voilà. Donc voilà, moi je te dirais un truc comme ça. Normalement la 5, elle va venir toucher ce haut de canal. Enfin la 5-5. D'accord, donc la fin, le gros décompte majeur. Il ferait ça théoriquement. Moi, ça semble indiquer ça, hein, ce que j'ai devant les yeux, c'est-à-dire une forte probabilité, effectivement, donc d'avoir un petit pullback overlap de la vague 1, ok, et derrière, tu pars pour une 5 étendue, et donc, effectivement, le dollar qui s'envole, qui se décolle. Donc, tu vois, ça semble sous-entendre exactement ce qu'on a dit maintenant, c'est-à-dire consolidation du dollar pendant un moment. Donc généralement dans ces structures-là, hein, dans une vague 4, dans une vague 5 étendue, la consolidation de la 4 est assez courte et se fait donc pile sur l'overlap de la 1. C'est-à-dire, tu vois, ici on avait la résistance de la 1. Normalement, on vient la tester très marginalement, très rapidement en tant que support. Donc tu peux noter l'USD MXN, pour moi le prochain trade à faire, c'est attendre la fin de cette consolidation et attendre donc que les prix viennent faire l'overlap ici. Alors on peut même rentrer en 2 heures pour identifier les supports plus précisément. Et donc, attends, donc on est en daily, on va noter l'overlap. Ok. Tu viens en 2 heures et tu regardes où se trouvent les supports et tu affines. Donc là, tu sais du coup qu'il y en a un ici à traiter sous condition de signal acheteur. Option numéro 2 ici, option numéro 3 ici. C'est donc dans cette zone-là que tu recherches tes achats après une consolidation ABC. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est trop court. D'accord, et tu attends. Pour l'instant, ça semble se profiler en ABC. Hein. C'est-à-dire que là, tu attends que la vague A se termine. Elle a bien cassé un support, c'est bien une vague A. C'est donc bien une impulsion. Moi, je pense que le schéma, c'est ça. Ok, et ici, point C à l'intérieur, sur un de ces 3 supports, avec un signal acheteur, ça se paye sans problème. Pour jouer donc scénario vague 5 étendue. Ok. C'est une option, hein, voilà. Après, attention, on est sur une vague 5, ça peut tout à fait être une ending diagonale, c'est-à-dire dans ce cas-là, ta 4, elle va rentrer à l'intérieur de la 1.
Donc ici, il faut vraiment un signal. Hein. Et il ne faut pas que ta vague A ait déjà testé les premiers supports. Il faut vraiment que la vague A, elle s'arrête par là. Si ta vague A, elle vient là, dans ce cas-là, tout ce que tu veux, c'est un flat. Et si ça ne fait pas un flat, tu n'y vas pas. Si ça commence à casser ces zones-là, tu attends. Et dans ce cas-là, la 4 se fera à l'intérieur de la 1, très probablement dans ce cas-là vers cette zone-là. Tu vois, sur cette zone support-là. Je pense que c'est ce qui me semblera être le plus... soit là, soit là. C'est-à-dire que derrière, tu auras deux options en dessous. Je pense en tant que signaux. Tu auras ça ici pour rechercher un signal et celui-là, d'accord. Ou ici, honnêtement, je pense que tu joues un achat quoi qu'il arrive. Celui-là, s'il est proposé, il est à prendre au marché. Hein, voilà. Ok, donc patience, une vague 4, soit ici donc pour créer une vague 5 étendue, soit dans ce cas-là ici pour créer une diagonale. Mais normalement, pour créer une diagonale, il faudrait que... Attends, il faut revenir en daily dans ce cas-là. Voilà. Pour créer une diagonale, quelles sont les conditions? Je vous les rappelle pour ceux qui ne les ont pas vues. La condition, ce serait que ta vague 3 fasse au moins 127 de la 1, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Ah, les salauds. Ouais, bon, ça pourrait être le cas de la diagonale, donc dans ce cas-là avec une 4 à l'intérieur de la 1. Mais c'est pas garanti, voilà. Et puis comme pour moi, le dollar me semble tellement fort, voilà. Moi, je te privilégie franchement ce scénario-là, mais attendre. De consolidation très propre, ici avec un bon risque rassurement, un stop qui coûtera pas très cher, et essayer de jouer donc le retour de la tendance pour une vague 5 étendue. C'est-à-dire que là, ce qui est cool, c'est que derrière, tu devrais avoir une tendance, c'est-à-dire très peu de retracement, très peu de stress, et ça pourrait être intéressant donc dans ce cas-là de mettre à profit le dollar. Hein. Moi, je reste bien évidemment sur le scénario où je vous ai dit, pour moi, l'euro-dollar, d'accord, il est extrêmement intéressant dans le cadre, le DXY. Voilà. Pour moi, le dollar reste très très fort par rapport à l'ensemble du panier de devises. Et je vous rappelle que mon scénario sur le dollar, c'est bien la même chose hein, que sur ton USD MXN. C'est-à-dire que là, on consolide un peu parce que l'euro, quand même, n'est pas si faible que ça. Mais tu vois, je pense qu'on a déjà fini la 4 ici, ou en tout cas, si on devait retomber sur le dollar, ça reste pour acheter, quoi. Et qu'on s'attend à une 5 haussière au sein d'un porte-voix. C'est-à-dire que tu vois, on avait fait ça, et il y a le même porte-voix ici dans l'autre sens. Donc il faut te dire un truc, c'est qu'à mon avis, on retourne en partie haute, ici, là, et voilà, tu vois. Donc c'est vraiment pour moi structure porte-voix, c'est-à-dire des creux de plus en plus bas, des sommets de plus en plus hauts. Et on a déjà fait les 3 points de contact en bas, il nous en manque un là-haut, et je pense que tu vois... Pour moi, le dollar, ça va être un vrai actif refuge pendant la crise. Mais encore une fois, ça n'empêche pas les valorisations boursières de chuter. Pour l'instant, on avait cette espèce de biais débile à Wall Street, que quand le dollar baisse, ça attire les capitaux. Quand le dollar monte, c'est que l'économie américaine est forte et du coup, ça attire les capitaux. Bon, faut arrêter. Au bout d'un moment, le dollar fort, ça va carrément pénaliser complètement toutes les stratégies d'exportation. C'est-à-dire que tous les Fangat et compagnie qui sont les leaders du marché, ils vont se faire dégommer la tronche parce qu'ils vont se prendre dollar fort plus probablement des réglementations ou des taxes douanières. Ben voilà, il faut vous dire un truc, ce modèle économique, il ne marche que si tout va bien, le dollar fort. Hein. Mais si les Américains ne peuvent plus exporter parce que leur dollar est trop fort et que en plus de ça, ils se prennent des sanctions de la Chine et de l'Europe, je ne vous garantis pas le merdier derrière pour toutes les gigacaps américaines qui verront leurs profits baisser. Et avec des PER, c'est-à-dire des anticipations de profit à 200 et à 300 pour certaines d'entre elles, autant vous dire que ça va tomber sec et violent. Hein. Voilà. Donc encore une fois, ça price dur à Wall Street parce que ça essaie de voir jusqu'où on peut aller et que pour l'instant les profits sont plutôt là, mais on profile des hausses de profits alors qu'il faut s'attendre probablement à des baisses. Donc il y a un truc qui ne va pas à Wall Street. Hein. Voilà, c'est bien ce que je vous ai dit. Mais encore une fois, on ne corrige pas Wall Street. C'est pas normal ce qui se passe, mais s'ils ont décidé que c'était comme ça, on va les laisser faire les bêtises et on verra bien si le marché les rappelle à l'ordre. Allez, bye bye et bon week-end.